Arnaud. Ouh là là. Un peu contradictoire. On doit au contraire favoriser le Made in France. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de surtaxer des entreprises qui produisent français? Alors d'abord, je voudrais réagir sur Bernard Arnault, puisqu'il tient ses propos, le PDG de LVMH. Bon, d'abord, il se dévoile, hein, c'est un soutien clair et net de Donald Trump et ouais. d'Elon Musk, hein, présent à l'investiture de Donald Trump. Mais surtout, j'ai envie de vous dire, il a bien profité, il continue de profiter des aides publiques et de l'argent du contribuable. Il a touché des dizaines de millions d'euros d'aides publiques pendant le Covid, mais aussi à travers son groupe de presse. Et puis dans le même temps, eh bien, il évite autant qu'il peut l'impôt. Vous savez qu'il a des dizaines de filiales dans des paradis fiscaux et judiciaires. Il a une trentaine de sociétés au Luxembourg. Voilà, et donc j'ai envie de vous dire, il y a un problème en réalité. Et d'ailleurs, lui est un... En fait, Bernard Arnault, j'ai compris un peu sa stratégie. Le mec, il veut sauver son entreprise, pas sa fortune personnelle, les mecs, parce que sa fortune personnelle, vas-y, le mec, il a des milliers de zéros sur son compte en banque. On va dire qu'il protège son pays. Pour lui, LVMH, c'est une putain d'entité ultra puissante, aussi puissante qu'un pays. Voilà, aussi puissant qu'un pays. Je vais pas dire la France non plus, il faut pas abuser. Je vais pas dire aussi l'Algérie, ou le Maroc, ou les États-Unis. Mais on va dire qu'il protège son petit pays, quoi. Sa petite Suisse, en quelque sorte. Un cas d'école. Et puis j'ai envie de vous dire aussi, il peut prendre largement part aux efforts. Je rappelle que c'est la 5e fortune mondiale, 179 milliards d'euros. Et il faudrait qu'on pleure parce qu'il a perdu 200 millions d'euros cette année. Enfin, quand je pense à toutes ces... Oh, il y a un mec qui a retrouvé la vidéo. The meritocracy isn't real. Ben voilà, il a retrouvé la vidéo. Je le mets dans... Ah, je crois que c'est pas celle-là. C'est pas cette version que j'ai vue. C'est pas cette version que j'ai vue, mais j'ai déjà vu cette vidéo. Mais c'est pas celle-là. Je vous la mets sur le stream, les gars. Je vous la mets sur le stream. Mais c'est pas cette version est bien, mais il y a une autre version qui est encore mieux. Voilà. Français oui. Qui ont du mal à boucler leur fin de mois. C'est pas de la faute de Bernard Arnault. Madame Trouvé, combien paye d'impôts Bernard Arnault chaque année, vous le savez? Alors d'abord, je voudrais vous dire, vous dites c'est pas la faute de Bernard Arnault. Excusez-moi, il y a un problème aussi avec ces patrons de multinationales qu'on laisse faire, et c'est la politique d'Emmanuel Macron avec sa fameuse politique de l'offre. Oui, il y a un problème avec des répercussions directes sur les salaires. Savez-vous que, par exemple, en ce qui concerne le CAC 40, hein, les 40 plus grandes entreprises françaises, eh bien, pendant que les salaires augmentaient très mal d'ailleurs de 3%, c'est-à-dire à peu près l'inflation, les dividendes, eux, augmentaient de 6%. Et donc en réalité, on a une baisse depuis 4 ans des salaires nets dans ces multinationales, alors que les dividendes continuent d'augmenter. Et c'est là bien un problème. Combien Bernard Arnault paye d'impôts en France? Je n'ai pas le chiffre exact parce que... Bon bah alors, non, par contre, j'ai le nombre de sociétés au Luxembourg. J'ai le nombre... c'est embêtant quand même. Vous en parlez sans savoir. Attends. Vous en parlez sans savoir, mais en mode, on connaît pas le chiffre exact. Je crois que j'ai sa feuille d'impôt devant mes yeux, enculé. Il croit que j'ai la feuille d'impôt de Bernard Arnault, mais c'est un malade ce mec, genre. Vous me posez une question, je connais beaucoup de chiffres, si vous voulez. Mais vous savez, qui défiscalise, mais vous savez pas combien il paye d'impôts en France. Je peux vous dire qu'il a plusieurs dizaines de sociétés. Alors Gaëtan va vous le dire, Gaëtan. Oui, alors on va vous donner l'information, parce que c'est important en tant que député sur ces questions-là d'avoir les bonnes informations. Gaëtan Mena. Je serais ravie que vous me... C'est public, hein, concernant LVMH, effectivement, 6 milliards d'euros d'impôts dans le monde. Vous l'avez dit tout à l'heure. Dont 3 milliards en France. Dont 3 milliards en France. Voilà. Vous avez dit, Madame Trouvé, vous l'avez dit juste tout à l'heure. Alors je vais vous donner aussi des informations là-dessus, parce que effectivement, dire 3 milliards comme ça ne veut rien dire. Ça dépend de l'activité en France, et en l'occurrence, le chiffre d'affaires de LVMH est extrêmement important. Mais surtout, je le dis, c'est une multinationale qui est connue aussi pour ses tactiques d'optimisation fiscale. Moi, j'ai le nombre de sociétés, par exemple, au Luxembourg, je ne sais pas si vous l'aviez, donc qui montre bien ceci. Mais c'est pas illégal, hein, Madame Trouvé, l'optimisation fiscale. Oh là là, mais comment il peut soutenir ce genre de démarche? C'est pas illégal, on le sait, mais moralement, c'est pas bien de faire ça, mon gars. Bien sûr, mais c'est tout un processus qui permet d'échapper à l'impôt. D'ailleurs, c'est un problème qu'il puisse y avoir autant d'optimisation fiscale. Donc, je finis en disant que... Si un jour il s'en va, Bernard Arnault, qu'est-ce que vous dites, Madame Trouvé? Vous dites, bon, débarras, c'est pas grave? Vous savez, je viens d'auditionner les numéros 1
des organisations patronales, dont le patron du MEDEF, vous savez, Monsieur Patrick Martin, à l'instant, puisque je suis présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Donc je vais vous dire, oui, bien sûr, on est dans le dialogue, et d'ailleurs, on a posé là des vrais sujets. Par exemple, la demande populaire, parce que vous savez que le premier problème pour les entreprises, c'est la demande populaire, c'est le carnet de commandes. Pour que le carnet de commandes des entreprises soit rempli, il faut que les gens aient un minimum pour vivre et pour pouvoir acheter. Et donc le problème aujourd'hui, il est qu'on a des salaires qui ont diminué, les salaires réels, si vous comptez l'inflation, qui ont diminué. Et on a un appauvrissement de la société française, faute de salaires suffisants. On a parlé aussi de protection commerciale, puisque vous dites qu'il y a une délocalisation. Et là, on a un point d'appui et une forme de point de convergence avec un certain nombre de patrons français, c'est qu'on a besoin d'une protection commerciale. Alors que les États-Unis protègent commercialement leurs frontières énormément, eh bien nous sommes incapables de le faire en France et en Europe, et c'est un véritable problème. Et ça, c'est le libéralisme économique qui a des répercussions terribles sur les concitoyens. Merci Aurélie Trouvé, députée de la France Insoumise, en direct de l'Assemblée nationale. Attends, je vais écouter Ruffin. Il sera là, les mecs. Il sera là, il va commenter. C'est chaud, hein, ce qui se passe. Hein. Entre le mot subversion et le truc de Bernard Arnault aujourd'hui, c'est pas tout beau ce qui se passe en France en ce moment. Drôle d'ambiance, hein. De la Somme, donc député de Picardie. Drôle d'ambiance. De la Somme, merci d'être avec nous. Je te jure, Samo, c'est un plateau de chien de garde. Mais moi, ça me fait de la peine. Moi, j'aimerais bien. Moi, je veux qu'on garde une attractivité en France. Moi, j'ai pas de problème avec la compétition, la compétitivité, parce que, vas-y, à un moment donné, il faut que la gauche comprenne qu'on est dans une mondialisation, dans une hyper-concurrence où les pays nous mettent des bâtons dans les roues. Donc, nous aussi, on doit répondre présent, on doit gonfler les muscles. Malheureusement, c'est comme ça. Mais la manière dont on suce et la manière dont le narratif est raconté de la part des médias, moi, je vous jure que j'aime pas, les mecs. J'aime pas. J'aime pas. C'est une sorte de, je sais pas, une nouvelle manière de penser le capital avec un mélange de patriotisme, pas d'étrangers. Tu sais, c'est un truc à la Trump. Ils veulent trumpiser la France en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Ils veulent le trumpiser. C'est trop bizarre. Ils veulent pas comprendre qu'on est extrêmement différent des États-Unis, qu'il faut pas faire un copier-coller de leur politique économique pour que tous nos problèmes soient solutionnés. Ça marche pas comme ça, genre. Ça marche pas. Avec nous ce soir, vous qui défendez les ouvriers, les salariés, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie française si LVMH, 40 000 salariés en France, si cette entreprise décidait de quitter la France suite à cette augmentation d'impôts, si d'aventure elle durait dans le temps? Un peu de décence d'abord. On a un monsieur Arnault dont la fortune a été multipliée par 6 en 10 ans, qui est passé de 28 milliards d'euros à 190 milliards d'euros. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais ça signifie qu'en une année de revenus de Bernard Arnault, c'est 810 000 années de revenus d'un Français moyen, c'est-à-dire d'une infirmière, d'un professeur, d'un éboueur, et que c'est comme s'il travaillait depuis le Pléistocène pour une année de revenus de Bernard Arnault. Et c'est ce monsieur dont la fortune a décuplé qui vient là geindre et se plaindre parce qu'il y aurait une taxe sur les entreprises qui font plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je fais une parenthèse. Personne ne conteste la richesse de Bernard Arnault, mais là, il s'agit bien de l'impact qu'une telle taxe, qu'une telle contribution aurait sur les emplois et sur l'activité économique. Il ne s'agit pas seulement de la richesse personnelle de Bernard Arnault. Cette contribution, elle est sur l'entreprise. Eh bien, écoutez, là, il y a un chantage qui prétend exercer. Mais vous savez, déjà en 1981, M. Arnault s'était exilé aux États-Unis parce qu'il y avait... Ouais, mais il parle de chantage comme moi, il parle d'exil comme moi, mais quand est-ce que j'ai mon siège de député? Il parle comme moi, François Ruffin. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Socialiste qui arrivait, et puis finalement il était revenu en France, on lui avait fait un énorme cadeau, la France lui avait fait un énorme cadeau qui était Dior, et qui lui avait permis de construire son empire du luxe sans rien créer. Donc normalement, on devrait demander à M. Arnault, et on devrait demander à toutes les personnes qui dirigent des grandes entreprises dans notre pays, d'être un petit peu patriotes. Quand le CAC 40 fait 100 milliards d'euros de dividendes pour ses actionnaires aujourd'hui, et que, y compris les Échos, le journal de Bernard Arnault, dit que jamais
jamais les entreprises ont été aussi généreuses à l'endroit de leurs actionnaires. Quand il y a 150 milliards d'euros de bénéfices des entreprises du CAC 40, exercer un chantage pendant que pour des salariés, pendant que pour des ouvriers, pendant que pour des PME, c'est une véritable crise, je pense que c'est de l'ordre de l'indécence. Donc il faudrait que M. Arnault remette le pied sur terre aux côtés des salariés, aux côtés des ouvriers, aux côtés des patrons de TPE, PME, et non pas que... Mais juste avant de donner la parole justement à un chef d'entreprise et à Agnès Verdier-Molinier, François Ruffin, y a-t-il un habitant dans votre circonscription, un ouvrier, un salarié qui, verra son mode de vie augmenter, son salaire progresser si Bernard Arnault et les activités qu'il a en France s'en vont parce qu'il considère que aux États-Unis ou dans d'autres pays, on paye moins d'impôts qu'on en paye en France? Eh bien, je vais vous répondre déjà, puisque concernant ma circonscription, il y avait des milliers d'emplois, 10 000 emplois dans ma circonscription, avant que M. Bernard Arnault n'arrive en 1984 et qui décide de licencier et de fermer toutes les usines en série. Voilà l'effet qu'a eu dans ma circonscription le passage de Bernard Arnault. Ça n'a pas été un foisonnement d'emplois, c'est tout l'inverse qui s'est produit dans ma circonscription. M. Bernard Arnault cherche à payer le moins d'impôts possible pour lui et pour sa société. Il est le recordman des filiales au Luxembourg. Il a déjà voulu partir, nous dit-il, en Belgique. Il faut que ça se sorte. Et de mémoire, François Ruffin, LVMH est l'entreprise française qui paye le plus d'impôts sur les sociétés, je crois, de mémoire 3 milliards d'euros par an. Mais vous savez, heureusement que dans notre pays, il n'y a pas que des chefs d'entreprise à l'image de Bernard Arnault qui sont dans les calculs froids de l'égoïsme, là. Mais qu'il y a des gens qui viennent dire, vous savez, y compris dans le journal Les Échos de Bernard Arnault, vous avez une tribune, taxer nos successions, plus de 100 entrepreneurs prennent position. Donc ils viennent dire, nous on a bien gagné notre vie, maintenant c'est normal qu'on paye. Donc là, tout se pose la question quand même, puisqu'ils ont eu des cadeaux pendant 7 ans. Pendant 7 années, il y a eu des cadeaux. Ça a été la baisse de la CVAE, ça a été l'exit tax, ça a été la flat tax, ça a été l'impôt de solidarité sur la fortune, ça a été la baisse des impôts de production, ça Macron a été les a beaucoup aidés, la baisse des impôts sur les sociétés qui creuse un déficit de 1 000 milliards d'euros par an. Et la crise du déficit public aujourd'hui n'est pas due à une hausse de dépenses, c'est très clairement dû à une baisse des recettes. François Ruffin. Où est-ce qu'on va aller chercher ces recettes? Mais pourquoi? Mais moi, je comprends pas un truc. Je crois qu'il y aura Prisca Thévenot après. Mais pourquoi BFM TV n'interroge pas tout simplement les membres du gouvernement qui étaient là depuis 7 ans? Ils étaient là depuis 7 ans, les mecs. Ils étaient là depuis 7 ans. Posez-leur la question, c'est plus simple, genre, je sais pas. On va aller les chercher chez les salariés. Vous savez, quand il y a la TVA dans notre pays, qui est une TVA importante, qui est le principal impôt du pays, qui est l'impôt le plus injuste, parce que cet impôt-là, il pèse bien plus sur le salarié, et bien plus sur les ménages modestes que sur les plus riches de notre pays. Et pourtant, vous voyez pas les salariés dire, nous, on va partir au Luxembourg, on va partir à Jersey, on va partir aux États-Unis. François Ruffin, pour alimenter cette discussion et le débat, je voudrais donner la parole à un chef d'entreprise, le PDG de Sisley dans le cas d'espèce. Le problème de Macron, c'est son un peu à droite, un peu à gauche, c'est le fameux en même temps, où il veut du libéralisme en prenant en charge les entreprises, ça ne marche pas. C'est pour ça, les mecs, qu'il va falloir faire des choix politiques forts. Et moi, j'y crois pas au en même temps, les mecs. Regardez, le en même temps, ça nous a emmené où en termes d'entreprise? Tout à l'heure, ils ont parlé de défense d'entreprise, c'était un record durant le quinquennat d'un président de la République. Le en même temps nous tue. Il faut des décisions idéologiques, soit à gauche, soit à droite. On peut pas piocher à gauche ou piocher à droite ou... C'est pas possible. C'est pour ça, de Flac, qu'il faut du libéralisme. Non merci, ça ne m'intéresse pas, ça. Est-ce que, Philippe Dornano, vous avez quelque chose à dire à François Ruffin quand est-ce qu'il... Attends, je vais... on va écouter François... Ok, on va écouter François Ruffin. Droite et gauche confondues, depuis 30 ans, vous détruisez, en fait, l'industrie française, l'activité française. Droite et gauche, il a dit. C'est ça le vrai sujet. Et là, on droite et gauche. Réponse de François Ruffin. Écoutez, c'est pas moi qui parle d'une chose, je suis interrogé sur cette question-là. Et je dis que les propos de Bernard Arnault, venant de lui, venant de tous les services que la France lui a rendus durant ces 40 dernières années, venant du fait qu'il a réussi parce qu'il a porté avec lui la marque France, ce sont des propos indécents. Maintenant, je veux bien avoir un débat beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, sur pourquoi, quand l'État fait des avantages fiscaux, fait des allègements de charges et ainsi de suite,
il les fait presque plus à destination des multinationales qu'il ne les fait à l'égard des TPE, PME, des ETI. Pourquoi dans notre pays il y a une fiscalité qui pèse davantage sur finalement le boucher du coin que sur Amazon? Il y a des questions que je veux bien aborder, y compris quand on veut retisser quelque chose en matière industrielle, et j'en suis un fervent partisan depuis 40 années. D'abord, il y a des mesures protectionnistes qui sont aujourd'hui nécessaires face aux États-Unis et face à la Chine, mais qu'ensuite il doit y avoir un choix de la puissance publique de s'appuyer non pas sur les plus gros, mais ça a été dit par un rapport de Olivier Luanzi qui devait être rendu au chef de l'État et finalement il n'a pas souhaité le rendre public, mais qui dit il faut s'appuyer sur les ETI et il faut s'appuyer sur les TPE, PME. Et donc voilà, là il y a des enjeux de politique publique qui en effet dépassent largement le cadre de Bernard Arnault, et que c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée dans le débat. Mais moi j'invite les chefs d'entreprise, vous savez, quand on dit les entrepreneurs, les patrons, les entreprises, ça veut rien dire, c'est comme les poissons, à l'intérieur il y a des sardines et il y a des requins. De ne pas avoir cette solidarité avec un homme qui, à mon avis, est détaché du sol commun, qui ne vit pas ce que vivent l'artisan du coin, le patron de PME, qui est au contact des salariés et qui connaît ça très bien. Moi, j'ai une question à vous poser, le chat. C'est une sérieuse question que je vous pose. Est-ce que le quinquennat, c'est pas la 5e République qui nous a tués en quelque sorte? Je m'explique. Aux États-Unis, vous savez que le libéralisme est tout le temps là. Genre, peu importe le président, que ce soit démocrate ou républicain, la politique économique reste la même, où les entreprises peuvent massivement exporter, gagnent des milliards d'euros, surtout sur le monde de la tech, etc., etc. Je me dis, en France, on a la gauche, le mec s'est exprimé, il y a un patron qui s'est exprimé, il a dit que ce soit la gauche ou la droite, ils ont détruit les patrons en quelque sorte, ils ont détruit les entreprises. Voilà, défaillance d'entreprise, etc. Sous Sarkozy, sous Mitterrand, sous Hollande, sous Macron, peu importe. Et je me dis, par exemple, en Chine, ils ont Xi Jinping, je crois qu'il est président, oui, je sais pas si on peut dire ça, le président chinois, il est à la tête de la Chine depuis des années. Je me dis, si à chaque fois on change les personnes et on change les politiques, c'est ce qui déstabilise en quelque sorte notre pays, les mecs. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis pas président à vie non plus, les mecs, mais je me dis que si à chaque fois on bouge en apportant une idéologie différente année après année, tous les 5 ans, est-ce que ces temps c'était mieux que 5? Tu vois, par exemple, un septennat, est-ce que septennat c'est pas mieux en quelque sorte? Genre, je sais pas. Ces temps c'est bien, non? Je dis pas qu'on est dans une dictature, les mecs. Hein. J'ai pas parlé de président à vie non plus. Hein. Attention, quand même, attention. Je parle pas d'un septennat, genre. Septennat, ça pue sa mère, les gars, vous. C'est trop long? Non, c'est trop long. Moi, j'avoue, 14 ans de macronisme, ça... Oh putain, 14 ans de macronisme. 14 ans de en même temps le Tchad. Mon Dieu. Ah, les matins auraient été difficiles, hein. Oh putain. C'est déjà trop long, 5 ans, les gars. Bah après, les mecs, si la situation actuelle vous va, pas de problème, les mecs, hein, pas de problème. Là, je vous parle d'un truc où l'économie, quand tu regardes la Chine et quand tu regardes les États-Unis, tu vois quand même qu'il y a un point commun, la longévité, que ce soit dans le libéralisme, ou dans le communisme chinois. Je mets des parenthèses quand même, parce que la Chine est un pays assez libéral, à certains points. Je sais pas, les mecs, faut peut-être tirer des conclusions, non? Je sais pas, genre... Faut tirer des conclusions de tout ça, hein. Genre, Angela Merkel, elle est restée combien de temps Attends, je vais voir la ChatGPT. Angela Merkel, elle est restée combien de temps? Angela Merkel. Il restait combien de temps à la tête de l'Allemagne? Moi, j'ai envie de savoir des choses, les mecs. Moi, je veux m'instruire, je veux connaître des choses. Elle est restée 16 ans au pouvoir. 16 ans, mon gars. 16 ans. Et l'Allemagne fait partie du top 5 des meilleurs pays au monde. Ouais, c'est un truc de ouf. Donc là, il faut quand même dire que tu cites des pays où le patriotisme est fort. Mais là, tu parles du patriotisme économique ou patriotisme en général? Parce que c'est pas pareil, quoi. Ah, c'est pas pareil. Top 5 des pollueurs. J'ai remarqué les pays les plus riches sont les pays les plus pollueurs. Hein. Ça, c'est vrai aussi. Hein.
Oula! Oula, on a un carton rouge là! Attends. Voilà la gueule de l'Allemagne maintenant avec l'immigration. Ça veut dire quoi ce message? Ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi? Attends, MDR. Oula! Oula! C'est quoi ces précédents messages? Attends, je vais retenir son pseudo. J'attends ton excuse là. J'attends ta justification. Ça va être permaban là. C'est bizarre ça quand même. Bref, j'attends son message. J'ai encore quelques questions à vous poser, mais juste avant, Agnès Verdier-Molinier, vous souhaitiez interpeller ou poser une question directement à François Ruffin sur ce qui vient d'être dit. Non, mais je trouve ça dommage de dire que ça ne concerne pas les entrepreneurs, chefs d'entreprise, de petites TPE, PME, et en réalité, c'est totalement faux. Moi, je rencontre tous les jours des entrepreneurs. Ce que dit François Ruffin, c'est qu'il ne faut pas mettre dans le même sac des très grandes entreprises qui ont des capacités, parfois en utilisant des filiales, de payer moins d'impôts face à des PME qui, elles, n'ont pas ces mêmes facilités-là. Les questions que pose aujourd'hui dans le débat public Bernard Arnault, parce que c'est Bernard Arnault et qu'il est écouté, mais tous les entrepreneurs de France aujourd'hui se posent la question. Il faut arrêter de raconter cette histoire-là. Moi, je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui me disent mais comment on va s'en sortir avec la cascade fiscale que nous avons, avec la cascade normative que nous avons, l'ensemble des normes qui nous empêchent d'avancer. Mais vous vous rendez compte, Madame Molinier, la réalité elle est pas contente, de ce que nous vivons en France aujourd'hui, c'est que ces dernières années, on a fait un tout petit pas dans la politique de l'offre, mais minuscule. C'est rien du tout ce qui a été fait. Si on fait le bilan, nous, on a regardé comment ça a évolué, l'écart de fiscalité par rapport aux autres pays. C'est passé de 149 milliards d'écart en 2017 à 157 milliards d'écart en 2023. Vous trouvez que c'est génial par rapport à la zone euro? C'est pas de notre faute. La réalité, c'est qu'on paye toujours autant de fiscalité supplémentaire par rapport aux autres pays de la zone euro et qu'on a des normes en plus qui coûtent beaucoup plus cher qu'ailleurs. Et François Ruffin, non, mais je finis sur une chose. Le chômage qu'on vit aujourd'hui, la remontée du chômage, c'est que le début. Parce que la réalité, c'est que ce qu'on entend toute la journée en ce moment, c'est qu'il faut augmenter l'impôt sur les entrepreneurs et sur les entreprises. La taxe plancher sur les revenus des personnes physiques, à l'impôt sur le revenu. C'est une lobbyiste, la meuf. C'est aussi une taxe sur les entrepreneurs. Parce que la plupart de ceux qui vont être concernés, ce sont des entrepreneurs. Mais vous voyez, c'est pas François Ruffin qu'il faut dire ça. Je suis désolé, les mecs. Faut dire ça aux membres du gouvernement, faut dire ça aux macronistes, c'est à eux qu'il faut attraper la veste, c'est pas aux mecs de gauche, on n'a rien fait nous. Et donc, effectivement, des 20% pour éviter que des individus qui gagnent très bien leur vie gagnent en dessous de 20%. On ne peut pas continuer comme ça parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est remonter du chômage. Et finalement, derrière, encore moins de recettes fiscales dans les caisses publiques. Donc ce ne sera pas la bonne François Ruffin, vous étiez en train de dire Madame Molinier, donc je vous laisse répondre. Madame Molinier, c'est toujours plus. C'est toujours plus. Quand François Hollande a décidé de faire le crédit impôt compétitivité emploi, il y avait la promesse du MEDEF d'1 million d'emplois créés et on en a été très 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 loin. Mais du coup, attendez, c'est faux, le chômage a baissé après. Vous me laissez répondre, Madame Molinier. On laisse François Ruffin terminer, s'il vous plaît. Désolé, c'est faux. Non, c'est pas faux. Il y avait la promesse d'1 million d'emplois. Eh bien, écoutez, je demande à BFM, alors la VAR, s'il vous plaît, je demande à ce qu'il y ait un fact-checking et qu'on voit si les 20 milliards, c'est-à-dire une somme tout à fait considérable, chaque année, sans condition, sans contrepartie, sans ciblage de ce crédit impôt compétitivité emploi, a produit 1 million d'emplois dans le pays. Je demande la VAR et que vous vérifiez ça, qu'il y ait un fact-checking et que vous voyez qui, entre François Ruffin et Madame Verdier-Molinier, vient dire la vérité sur votre plateau de télévision. Mais pourquoi il a quitté la France Insoumise? Pourquoi François Ruffin? Pourquoi t'es devenu un ennemi de Mélenchon? Pourquoi? Et c'est que le chômage ensuite a baissé, voilà. C'est ça. Il n'y a pas eu 1 million d'emplois qui a été créé et la conclusion qui a été tirée après ça, c'était ça n'est pas assez. Là, on a eu 7 ans de macronisme qui a décidé c'est un joli nom, la politique de l'offre, mais ça veut dire donner à ceux qui ont déjà, qui a
décidé de faire la politique de l'offre et en promettant un ruissellement par le bas. Et on assiste aujourd'hui à un déficit public qui a été creusé par la politique d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire et dont il s'agit de se demander qui va payer aujourd'hui. Eh ben oui, il y a un sujet sur qui va payer l'immense déficit public, si on veut bien le prendre au sérieux. Parce que vous savez... Mais moi je comprends le pressing de Mélenchon et même d'une partie de la gauche qui aimerait taxer les milliardaires parce que le déficit a été creusé sous le quinquennat de Macron tout en ayant rendu encore plus riches des milliardaires. C'est normal que la gauche, ils font un pressing, pour dire qui va payer la note, c'est forcément les milliardaires. On va essayer de récupérer le surplus d'argent que Macron vous a fait cadeau. C'est simplement ça. C'est simplement ça, les mecs. Faut bien que quelqu'un paye. C'est pas encore la population française qui va payer les conneries de la politique d'Emmanuel Macron. C'est logique, genre, les gars. Ça me paraît du bon sens. Déficit public qui vient de la dépense. Hein. Si jamais la gauche avait mené cette politique-là, si jamais... Alors les mecs, on parle, la France Insoumise parlait de taxer plus, on parle pas, on parle des riches parce qu'ils voulaient taxer le patrimoine à hauteur de quelques pourcents, ils vont s'en remettre, ne vous inquiétez pas, mais parle aussi, et je crois que c'était aussi une proposition de Michel Barnier, d'une taxe temporaire, une surtaxe sur les bénéfices des entreprises qui dépassent les 1 milliard d'euros. Proposition aussi de la France Insoumise, je crois que c'était une taxe pérenne, pas temporaire, mais bref, une entreprise qui a fait des milliards de dollars de bénéfices pendant le Covid, pendant la crise à cause de la guerre en Ukraine, Russie, etc., et puis le contexte de l'inflation mondiale, c'est normal de payer un peu plus. C'est normal de payer un peu plus, genre, c'est normal. Je comprends la gauche, pourquoi ils font un pressing. D'ailleurs, les gars, on va écouter... le vice-président du RN, parce que je dis pas qu'il y a une feuille de papier entre la France Insoumise et le RN sur le contexte de la politique économique, mais je veux quand même écouter. Moi, je vais voir ce qu'il va dire, parce que... attention, le RN, très patriote quand même. Hein. Mais on avait creusé le déficit on va attendre. Il apparaît juste après, les mecs. On viendrait dire que c'est un cataclysme, on viendrait dire que c'est le Titanic. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est un grand souffle idéologique là, qui vient des États-Unis. On a quand même 2 milliardaires qui prennent le pouvoir aux États-Unis avec comme but, en effet, de réduire leurs impôts à eux, milliardaires, plus qu'à penser aux patrons de TPE ou de PME. Et monsieur Arnaud, qui a assisté avec plaisir, semble-t-il, au salut nazi d'Elon Musk et en appelant ça un vent de liberté, vient nous apporter la bonne parole évangélique en terre européenne et française. Oui. Eh ben, on doit se dire que nous avons d'autres objectifs que dans notre pays. Nous avons un objectif... L'objectif du chômage et de la croissance zéro. Voilà. Mais un objectif de justice sociale. Et le chômage qui remonte depuis 1 an maintenant, puisque... En vrai, les gars, je vous dis la vérité, hein, j'ai hâte de tirer les conséquences du bilan de Donald Trump. J'ai hâte. J'aimerais bien me focaliser là-dessus. Je crois que Donald Trump, il a 5 ans. Son mandat, c'est 5 ans. 5 ans ou 4 ans, je sais plus exactement. Bref, on s'en fout. Et j'aimerais bien voir si il y aura des bonnes retombées pour les Américains. Est-ce que le PIB américain aura augmenté? Est-ce que le PIB par habitant aura augmenté? Moi, j'aurais bien aimé qu'on en tire des conclusions parce qu'il y a trop de suceurs. Il n'y a même pas encore les premiers chiffres des retombées, le ruissellement, peu importe, à l'américaine. Il n'y a même pas encore de données qu'on veut automatiquement copier Donald Trump comme s'il avait la formule magique pour régler tous les problèmes. Comme s'il avait la formule magique. Arrêtez. 4 ans, merci le chat, 4 ans. On n'a même pas encore de données, il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a rien, genre, il n'y a rien. L'échec industriel était déjà marqué avant même la dissolution. C'est le fruit de cette politique-là. François Ruffin, une toute dernière question avec vous, puisqu'ensuite je crois savoir que vous devez nous quitter. Un député insoumis, Antoine Léaumont, a réagi aux propos de Bernard Arnault en disant notamment l'État a un pouvoir de réquisition. Est-ce que Antoine, on peut considérer que c'est un outil pertinent, efficace Non. Mais la réquisition, la menace de réquisition face à un groupe comme LVMH? Il y a des outils qui sont aujourd'hui la démocratie et qui sont l'impôt. Et il y a la question à se poser. Aujourd'hui, vous savez, notre pays traverse une grande crise fiscale. Moi, je faisais partie de la commission nationale d'enquête sur la dette publique en France qui existait, lancée par les Républicains avant la dissolution. Et il se trouve que les experts qui passaient nous disaient, voilà, le problème, ce n'est pas une hausse des dépenses de l'État, une hausse des dépenses des services publics,
économique. Le problème, c'est une crise des recettes. Et c'est y compris ce qu'avait dit Emmanuel Macron à Davos en disant, voilà, on a baissé de 60 milliards d'euros. Et bien évidemment, ça fait du trou. Donc aujourd'hui, on est face à une crise de fiscalité. Mais tout comme on l'avait en 1788, vous savez, quand les caisses étaient vides et le roi se demandait comment les remplir et il a fait venir les États généraux. Aujourd'hui, on est face à une crise de fiscalité. Pourquoi aussi? Parce qu'en ouvrant les frontières et en laissant la libre circulation aux capitaux depuis 40 ans, on a déplacé ce qu'on appelle de la taxe des bases mobiles vers les bases immobiles. Ça veut dire quoi? Les bases mobiles, c'est le capital qui peut menacer de fuir tout le temps. C'est Bernard Arnault qui peut menacer de fuir tout le temps. Et en revanche, le consommateur, l'artisan du coin, le patron de TPE, lui, il peut pas fuir. Et donc, pour lui, on va pouvoir continuer à lever les impôts, tandis que sur les gros qui peuvent menacer de fuir, on ne pourra pas le faire. Merci François Ruffin d'avoir été l'invité de BFM TV et l'invité